Alors, vous savez, ma page est essentiellement tournée vers la géologie réunionnaise, mais dans ces temps extrêmement troublés sur Mayotte, et exceptionnels, je voulais faire un petit focus sur cette île que voici. Bon, il est trop tôt pour dire effectivement quel est le facteur qui a joué le plus, hein, me semble-t-il. Bien évidemment, les vents ont joué un rôle majeur dans la destruction de l'île, mais je voulais faire un retour, moi, sur les aperçus géologiques concernant les sols particuliers à Mayotte qui peuvent être un facteur aggravant en cas de pluviométrie importante, on va voir pourquoi, et sur le réseau hydrographique très particulier aussi de l'île qui est dû à son âge et qui constitue un véritable problème concernant les risques face aux cyclones. Alors évidemment, depuis 1934, hein, on le dit, l'archipel des Comores, en tout cas l'île de Mayotte, n'avait pas connu un cyclone aussi fort, avec des rafales on le voit sur Météo France, hein, à 226 ou 250 km/h, enfin peu importe, des vents extrêmement violents. Sur une île, bon, je le rappelle, mais tout le monde le sait, l'habitat précaire prédomine et où forcément les vents ont des conséquences catastrophiques que vous connaissez. Mais la pluie est restée relativement modérée, hein, 176 mm en 12 heures. C'est pas des pluies records. On a des choses à La Réunion qui sont beaucoup plus importantes, hein, de l'ordre de 400, 500, 600 mm. On a parfois même 1000 mm sur certains secteurs de l'île en 12 heures, en 24 heures. Donc les pluies ici sont restées quand même relativement modérées. On verra effectivement quelles ont été leur importance, notamment sur les inondations et sur les coulées de boue qui vont plus spécifiquement m'intéresser d'un point de vue géologique puisqu'elles qualifient les mouvements de terrain. Alors bien sûr, la priorité n'est pas du tout à l'étude scientifique. Hein. Pour l'instant, il faut gérer l'urgence et on ne peut que s'incliner devant le bilan qu'on attend catastrophique. Alors juste rappeler concernant les phénomènes d'inondation à l'île de Mayotte, hein, sa relative vieillesse sur un très grand ensemble de terrain fait que le réseau hydrographique est extrêmement dense, hein, vous le voyez ici. Les cours d'eau sont très nombreux, très ramifiés. Et en fait, un petit peu comme sur les planètes récentes à La Réunion, voire de façon plus grave encore, chaque habitation dans chaque village est très proche en fait d'un cours d'eau, ce qui rend la situation très compliquée, d'autant que vous n'avez pas de grandes rivières, hein. L'île est très érodée et vous n'avez pas de grands systèmes hydrographiques qui drainent de grandes quantités d'eau. Alors pour comprendre la situation à Mayotte, on va revenir à La Réunion sur les deux photos d'en haut. En fait, une coulée de lave récente, comme celle du Piton Montvert en haut, constituée de roches très indurées encore, hein, elle n'a que 20 000 ans, mais elle va inexorablement se transformer en fait en surface en un sol plutôt meuble, fait d'argile au départ, et la proportion de roches dures va progressivement diminuer, hein, et la proportion de matériaux meubles va augmenter en surface. Ça correspond en fait à un lessivage progressif de tous les éléments solubles, hein, le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium. Tout ça s'en va à l'océan. Et en fait, sur des millions d'années, comme à Mayotte, eh bien, on atteint le stade de sol latéritique qu'on voit en bas, qui sont qualifiés localement de patza quand ils sont nus. Alors, ce sont des sols qui sont très impropres à la culture parce qu'ils sont relativement pauvres, hein, ils ont été complètement lessivés et très érodible, donc très soumis à l'érosion. Au XXe siècle, on a fait venir un acacia mangium, pour essayer de stabiliser ces sols. C'est ce que vous voyez en fait sur la photo du bas. Alors originellement, qu'est-ce qui maintient le sol en fait sur une île comme celle de Mayotte, hein, comme à La Réunion? Eh bien en fait c'est la forêt originelle notamment. Alors à La Réunion, on a dans les bas
la culture de la canne à sucre, qui couvre toute la partie qu'on a déforestée, qui maintient nos sols. À Mayotte, cette culture de canne à sucre n'a été qu'une tentative au XXe siècle, elle n'a pas fait florès. Et il nous reste, vous le voyez sur la carte du haut, en vert et en marron, que 30% en fait de forêt bien installée. Partout ailleurs, en fait, vous avez de la forêt, vous avez de la végétation diffuse qui malheureusement laisse une partie des sols nus. Alors sur les fameux Pazza en bas là que je signalais juste avant, vous avez une érosion, pour vous donner un ordre d'idée, de 100 tonnes de matériaux, de terre par hectare et par an qui sont érodés. Alors sur ces trois représentations en haut de 1950 à 2015, dont je m'excuse pour la qualité, on voit très bien un phénomène se produire, c'est celui de la disparition de la forêt primaire en vert foncé, au profit du vert clair qui sont des zones en fait où la végétation est diffuse et où elle va par endroits laisser la latérite apparaître à nu, comme on le voit sur la photo à Dambéni, notamment en bas à droite. Les couleurs en rose représentent l'urbanisation, et on voit donc très bien en fait le souci que rencontre l'île en fait. Elle s'est largement déforestée malgré depuis les années 50 une politique très très forte de reboisement et de lutte contre l'érosion, on va le voir. Alors même situation, par exemple, si on prend dans le centre de l'île le village de Tsingoni, qui est au pied carrément lui d'un talus latéritique à végétation diffuse, où là, vous comprenez bien que quand il y a des pluies importantes, notamment non seulement elles dévalent les pentes, mais évidemment elles se chargent de matériaux, on appelle des colluvions, et elles peuvent donner aussi des phénomènes qu'on appelle des coulées de boue. Dans la situation de Dembéni en bas, qui est une cuvette, on a un double problème. On a une accumulation de l'eau sur place qui a du mal à s'évacuer vers l'océan, pourtant tout proche. Et on a aussi, vous le voyez, sur l'arrière de la photo, la lisière entre le couvert forestier primaire et la zone en premier plan de Dembéni qui est, elle, soumise donc à ce boisement diffus qui laisse apparaître la latérite, et vous voyez les pentes qui sont convergentes vers les villages. Alors sur cet extrait de carte du PRGM, je prends le centre de l'île, vous remarquez en fait les petites zones avec les petits points violets là, qui sont en fait toutes les zones où il peut y avoir du colluvionnage, ou en tout cas des mouvements de terrain, avec possiblement des coulées de boue. Vous voyez que ça couvre en fait une partie très très importante du territoire. Alors pourtant, je le disais, une politique très forte est menée, notamment par la DAF, les associations internationales d'agronomie, les lycées agricoles, pour pratiquer donc une agriculture qui maintient un couvert forestier. Alors c'est de l'agroforesterie, mais avec une certaine densité d'arbres, une certaine densité de végétation qui possiblement peut retenir donc la terre. En haut, vous avez un type de culture qui ne s'érode qu'à raison de 1 tonne par hectare par an sur une parcelle agricole qui bénéficie donc de techniques agronomiques de conservation. Et en bas, c'est une autre technique qui accuse un taux de 1,1 tonne par hectare et par an. Donc on est très très loin des 100 tonnes par hectare des Pazza qu'on a vu tout à l'heure. Alors la politique foncière à Mayotte est une gestion très très compliquée. En haut, vous avez des parcelles donc
de propriétaires qui pratiquent eux du maraîchage sur leurs parcelles. Vous voyez qu'en fait sur ces parcelles, on a très peu de boisements en fait qui sont capables de retenir la terre. C'est le problème du maraîchage en milieu assez ouvert. Vous voyez que la terre est souvent à nu. Et en bas, en fait, on a des plantations de manioc qui donnent des rendements très rapides. Alors c'est souvent en fait des plantations illégales et pratiquées sur des cycles très très courts. Et vous voyez que là encore bien la situation est pire puisque les sols sont quasiment à nu. On a sur ce type de sol du 40 tonnes par hectare et par an d'érosion. Ce qui est faramineux, puisque c'est la moitié de ce qu'on trouve sur les Pazza. Contrairement aux cultures raisonnées dont on vient de parler, où on est sur du 1 tonne par hectare et par an d'érosion seulement. Alors une fois que le bilan sera établi et que on commencera à panser les plaies, on pourra peut-être effectivement commencer à réfléchir aux facteurs principaux de ce cyclone. Est-ce que ça a été les vents? Très probablement, évidemment. Est-ce que la pluviométrie a joué un rôle important? Il existe, vous le voyez en bas à gauche, des cartes de risque qui sont établies. Et dans quelle mesure les mouvements de terrain et notamment les coulées de boue ont aussi joué un rôle. Bon voilà, je le redis, pour l'heure, il ne s'agit pas à Mayotte d'établir effectivement les causes exactes des destructions, même si évidemment les vents semblent avoir joué un rôle prédominant. Je voudrais vous rappeler l'existence du rapport par contre sur la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d'outre-mer, rapport qui date de mai 2024, ironie du sort, disponible sur le site de l'Assemblée nationale, tome 1 et tome 2. Et vous rappelez aussi que si la situation à Mayotte vous intéresse, évidemment, vous avez quantité d'articles sur le site du BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, qui a édité effectivement beaucoup de choses sur la géologie mahoraise. Voilà, donc pensez pour les habitants de Mayotte dans cette crise qui est ce qu'on appelle une crise majeure, dans le sens où elle touche l'ensemble d'un territoire, l'ensemble d'une population, et où tous les moyens de l'État, en fait, sont débordés. C'est la notion de crise majeure. Les moyens de l'État, en fait, peinent à apporter des réponses rapides, en tout cas, à la détresse des populations. Voilà, notion de risque majeur sur lesquels on reviendra à La Réunion. Voilà, à bientôt sur d'autres postes.